mal, d'avoir un petit peu de compétences, du savoir-être, parce que quand même il faut bien se comporter quand on est dans une entreprise, il faut savoir dire bonjour, hein, notamment. Et puis une saine compétition entre tous les collaborateurs, voilà, une saine et franche compétition, bien, bref, l'organisation du travail. Bon, ben c'est l'aléa, donc bon, on va pas s'emmerder. There is no alternative. Allez, on va voir, je vous propose le second élément, qui est du one per factor, parce que comme on ne peut rien faire avec celui-là, on va s'occuper, on peut voir ce qu'on peut faire pour réduire les risques psychosociaux, parce que je vous signale qu'il s'agit là de réduire les risques psychosociaux. Alors, comment on fait pour réduire les risques psychosociaux en utilisant le levier human factor, hein? Alors, ça veut dire facteur humain. Donc, je le dis parce qu'il y en a qui ne sont pas très forts avec la langue de Shakespeare. Je sais pas pourquoi on dit Shakespeare tout le temps. Alors, on commence d'abord par une phase il y a plusieurs phases pour réduire les risques psychosociaux et travailler sur. C'est la phase de dépistage. Ah oui, on va dépister. Donc, pour ça, on va faire appel à des experts qui savent faire des mesures. Parce que, voilà, c'est scientifique comme histoire. Alors, oui, en 2008, le coach des Bleus, c'est Xavier Bertrand. Vous savez, le mec des Hauts-de-France. Les ministres du Travail, Xavier Bertrand, de l'équipe de Sarko. Quoi. Et donc, on informe qu'il y a des risques psychosociaux. Il dit, des risques psychosociaux, c'est quoi ce truc-là? Donc, bon, comme il n'y connaît rien, il commande un rapport. Il commande un rapport qui est le rapport Nas et Légeron, du nom des deux chapichapeaux. Il y en a un, il est psy et patron du cabinet Stimulus. Alors quand tu cherches risques psychosociaux, tu tombes toujours sur Stimulus. Oui, ça. Et donc du coup, il est peinard pour avoir des contrats sur les risques psychosociaux maintenant. Et l'autre, Nas, là, il est statisticien et juriste. Et donc ces deux-là qui font le rapport. Et une partie des éléments que je raconte là, ça vient de rapport Nas et Légeron. Bien, donc, alors, on a la phase de dépistage. Alors, en quoi ça consiste, la phase de dépistage? C'est pas très compliqué. On commence d'abord par faire des prélèvements sur l'atmosphère psychosociale. Et pour faire des prélèvements sur l'atmosphère psychosociale, eh bien, on fait des enquêtes psychosociales. Des enquêtes sur... Vous connaissez les enquêtes? On fait pas des enquêtes chez vous? Sur les risques psychosociaux, voilà, des enquêtes, c'est une sorte de prélèvement en fait, pour savoir, et puis aussi on propose un petit peu d'éducation, et notamment les bonnes pratiques managériales aux managers, et les bonnes pratiques de soumission aux subalternes. C'est pour un peu, voilà. Et surtout, un élément quand même important dans la phase de dépistage, c'est le dispositif d'alerte qu'on est obligé de mettre en place. Alors là, ce dispositif d'alerte, ça rigole pas parce que qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Eh bien, il va s'agir de cibler les populations vulnérables. En gros, vous devez, si jamais vous avez un collègue qui ne va pas bien, vous sentez qu'il est psychosocialement pas bien, il faut le dénoncer, le dire. Voilà. Parce qu'ensuite, on va le prendre et puis on va l'isoler. Le sujet faible. On va l'isoler. Mais oui, il ne faut pas qu'il contamine tous les autres non plus. Autrement, la pandémie, machin, Rosine Bachot, vous voyez. Donc du coup, on isole le gars. Et puis on va le soigner. Donc c'est la phase de désintoxication. Ah oui, on a une phase de désintoxication, on va le soigner, le monsieur ou la madame. D'accord. Alors là, on a plein de trucs, On a les antidépresseurs, bon, ça va, vous connaissez, antidépresseurs, ça roule, ça marche. Allez hop, on y va. Si ça va pas vraiment bien, on le met dans l'asile, d'accord. En maison de repos, si vous préférez. Bon, on peut faire aussi des trucs sympas, comme des intoxications, on va faire des stages de relaxation, pour apprendre un peu la zen attitude. Un peu comme ça, voilà. Un petit peu de massage, on vous propose de manger du poireau. Oui, parce que ça détend les sphincters, ça va mieux après. Des fois, voilà, un peu de diététique, quoi. C'est une manière de se désintoxiquer du risque psychosocial, quand même. Bon, si vraiment ça va pas trop bien, ne vous inquiétez pas, il y a des numéros verts. Là, vous avez toujours des psys au bout du fil. Et puis, dans certaines boîtes, ils sont
au top. Et quand vous allez chercher vos tickets resto, on vous propose des tickets psy. Voilà, tickets psy, mais vous acheter par paquet de 5 ou de 10. Hein, vous voyez, en fonction d'eux. Et puis là, vous inquiétez pas, la boîte, elle a choisi les psys parce que c'est des biens. Ils vont vraiment prendre soin de vous et tout ça. Bon, alors, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, bon, comme c'est un PowerPoint, il y a des flèches. Hein. Alors, j'en ai plein. Bon, il est manuel, alors forcément, c'est un peu le bordel. Donc, hop, comme ça, c'est. Alors, voilà. Alors, on a désintoxiqué. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Bon, d'accord. Alors, quand ça marche, ben, si ça marche, bon, ben ok, le gars, il retourne au boulot, hein, la fleur au fusil, content, joyeux, tout ça, bon, ça roule. Mais si ça marche pas, là, c'est plus. Alors, si ça marche pas, ben, on a une autre phase. Hein. Ouais. C'est la phase élimination, quoi. Alors là, on a plein de formules techniques pour éliminer. Hein. On peut, je sais pas, mettre le gars en longue maladie. Ah, c'est pas mal. Hein. On peut le licencier. Oui, on peut trouver une faute professionnelle. Hein. C'est possible ça. On peut le reclasser aussi. Un truc un peu plus bas. On peut le mettre à la retraite avant l'heure. Ouais, validité. Il y en a plein de techniques, hein. Enfin, franchement, pour l'éliminer et tout ça. Ah oui, mais pas. Oui, on a quand même aussi. On a quand même une. Bon, c'est pas aussi caricatural. Après, vous allez dire, il y a aussi quand même. Voilà, une phase un peu. Ouais. Bon, là, on a un truc où, bof, on sait pas. Mais quand même. Alors bon. On décide de le mettre dans un sas particulier, hein, le gars, où il ne sera pas trop en contact avec ses congénères. Il va être un peu. On ne va pas trop lui donner des dossiers importants, pas trop le téléphone non plus. Hein. Puis si on peut le mettre dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, c'est pas plus mal. Hein. Non, parce que vous savez, des fois, un acte désespéré, c'est vite arrivé. Et alors, c'est un nom. C'est pour le protéger, ah bah oui. Et protéger ses collègues surtout, hein, parce qu'il pourrait choper sa maladie, hein, attention. Par exemple. Ah bah oui. Ah, vous connaissez aussi. Et voilà, c'est le placard, évidemment. Voilà. Alors, bon, évidemment. Ah oui, j'ai oublié une flèche. Oui, bien sûr. Bon, alors, après, il y a un ultime cas, hein, qui est un cas un peu, comment dirais-je. Alors, le salarié, prenant conscience de l'irréversibilité de sa pathologie, hein, il décide de lui-même, pour rendre service à l'entreprise, hein, l'auto-élimination. Alors, dans le langage de la prévention des risques psychosociaux, on parle de suicide. Je ne voulais pas rentrer dans un système où la communication pouvait impacter le moral d'un certain nombre de personnes qui sont par nature fragiles. C'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. À cette mode du suicide. Didier Lombard, face caméra, qui nous parle de la mode des suicides. On disait là, tout à l'heure, moi je connaissais la mode des pas de def, mais la mode du suicide, ça m'avait échappé quand on dit. Didier Lombard, face caméra, il nous parle, il dit ça, c'est de la mode des suicides. En fait, il parle du haut de sa classe sociale, hein, ça devient riche. Hein. Oui, parce que moi je crois que les classes sociales, qu'il y a toujours une lutte des classes. Hein. Bah, je ne suis pas tout seul. Hein. Même Warren Buffett, milliardaire de son État, nous explique que les classes sociales existent, mais que pour l'instant, c'est la sienne, la classe sociale qui gagne, celle des riches. Donc Warren Buffett, Didier Lombard, là dans cette phrase, qu'est-ce qu'il fait l'aveu? Il fait l'aveu en réalité de la banalité du mal. Parce que dans cette phrase de mode des suicides, c'est tout le mépris qu'il manifeste, mais comme si c'était normal de manifester ce mépris-là vis-à-vis des gens qui se sont suicidés. Une mode, quoi. Ça va passer, vous inquiétez pas, c'est une mode. Donc, vous savez que Didier Lombard, il est accusé, donc il est toujours en procès, d'avoir mis en place une organisation du travail mortifère.
et que c'était sciemment mis en place pour démolir les gens, pour les obliger à partir, les fonctionnaires de France Télécom, pour créer Orange et aller chercher les actionnaires. Donc là, il est accusé par la justice. Donc je ne sais plus où ça en est, le procès, mais c'est pas terminé l'histoire. Je crois que c'est 37 suicides en très peu de temps sur France Télécom. Je crois que c'est 37, si je ne me trompe pas. Enfin bref, c'est énorme, c'est gigantesque. Alors, ça, c'est évidemment l'iceberg, vous savez, le haut de l'iceberg qui est visible, quoi. Parce que toute la partie invisible des suicides, tous les ans, il y en a. Il y en a chez HSBC, il y en a à la Poste, il y en a chez les profs, il y en a à la police, il y en a de plus en plus chez les fonctionnaires. Parce qu'il y a un écart tellement grand entre le sens du travail des fonctionnaires pour le service public et la réalité de ce qu'on leur demande de faire avec les nouveaux modes de management, que les gens pètent et craquent. Didier Lombard. Mon pote Francis dit toujours les parachutes dorés peuvent toujours servir à emballer la viande. J'aime bien Francis quand il dit ça. Bien, ensuite, les dégâts collatéraux ayant été actés, dans le rapport Nasse et Légeron, en cas de suicide, la préconisation de nos deux chapeaux, c'est de dire, en cas de suicide, il va falloir faire et mettre en place une autopsie du défunt. Et là où c'est absolument intéressant, c'est que l'autopsie dont il parle, il la qualifie, c'est une autopsie psychologique. Alors là, je me suis demandé, mais c'est quoi une autopsie psychologique? Je vais vous chercher un expert en autopsie psychologique. Alors lui, il a une cravate. Assortie. Oui, bonjour madame. Bien, oui, je viens, madame Duchemut, c'est bien ça, oui. Je viens donc pour votre mari. Oui, je sais qu'il s'est suicidé, oui, absolument. Il s'agit justement de trouver un consensus d'approche. Oui, c'est juste la routine. Oui, je sais bien, il a laissé une lettre dans laquelle il dit, je cite, « Si je mets fin à mes jours, c'est à cause de l'entreprise, entièrement de l'entreprise, seulement de l'entreprise. » Bien. On ne va pas se contenter de cela quand même, ce ne serait pas professionnel. On voit bien dans un tel moment de détresse, il écrit un peu n'importe quoi. Donc on va approfondir le questionnaire, s'il vous plaît. Donc, madame, jusqu'à quel âge votre mari a fait pipi au lit? Est-ce qu'il avait des relations avec sa mère? Et vous, est-ce que vous aviez des relations soutenues? Bon, en fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une autopsie psychologique. Parce qu'en France, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. On ne sait pas encore ce que c'est. Par contre, chez les Britanniques, il y en a des autopsies psychologiques. Chez les Américains aussi. Donc là, je me suis inventé une espèce de dialogue comme ça, mais comment ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que par contre, les critères existent. Et les critères, ils ont été explicités très clairement par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Je ne vais pas les lister, les critères, mais en gros, c'est que des critères personnels, individuels, psychologiques. Et on a un critère sur les conditions de travail. Alors, j'enlève ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autopsie psychologique. Pourtant, c'est une préconisation du rapport Nasse et Légeron, qui est une des références à la matière, bien qu'il soit énormément critiqué, ce rapport. Alors bon, ça vous convient ça comme analyse? Pour réduire les risques psychosociaux, il faut effectivement aller taper sur les mecs, quoi. On s'en fout de l'élément aléa, organisation du travail. On peut rien en faire. C'est comme ça, c'est pas autrement, elle avait raison, Thatcher. There is no alternative. Allez. Et si plutôt on interrogeait la question des objectifs et la question des moyens? Parce que quand on travaille,
évidemment, la question des objectifs, quels sont nos objectifs, est-ce qu'ils sont atteignables ou pas, jusqu'où on va, et quels sont les moyens qui nous permettent d'atteindre des objectifs, évidemment, cette question-là, elle doit se poser systématiquement. Elle doit être centrale. On peut faire bouger des choses à cet endroit-là. Ça n'est pas possible d'en rester là. Sur la question des cadences, on sait que les cadences, depuis de nombreuses années, elles n'ont cessé que d'augmenter. Elles ont augmenté, d'ailleurs, les troubles musculo-squelettiques ont explosé depuis leur apparition sur le tableau des maladies professionnelles. Donc c'est la preuve que les cadences ont augmenté. Alors certes, ça n'est pas que les cadences, hein, les troubles musculo-squelettiques, c'est aussi la pression sur les jambes, hein, la pression psychologique, hein, qui fait qu'on se contracte et qu'on développe aussi des troubles musculo-squelettiques. Hein. Mais donc là, une des vraies questions, évidemment, c'est de travailler sur la question de la santé, qui est une question centrale. Les ordonnances Macron, évidemment, vont pas dans ce sens-là. Vous l'avez compris, hein, avec la fusion de ces trois instances, CHSCT, CE et délégués du personnel. Alors, CHSCT, c'est Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Je ne l'avais pas dit pour les gens qui ne sauraient pas. La division du travail entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. C'est quoi cette foutaise, quoi? On a parlé tout à l'heure de la bêtise, de l'intelligence rusée, de l'intelligence au travail, quoi. Donc si on revalorisait, si on remettait ça sur la table, et notamment les syndicats, les organisations syndicales, elles doivent dire, mais non, il y a de l'intelligence à chaque fois dans le travail. Et il faut aussi permettre de reconnaître le travail des gens. La reconnaissance au travail est essentielle, mais pas la reconnaissance fictive qui est juste faite pour passer un coup de brushing. Reconnaître aussi la capacité à échouer, parce que travailler, c'est échouer. Et échouer, ça n'est pas un problème, quoi. Dès l'instant qu'on rebondit et qu'on a la possibilité de rebondir. Quand le petit enfant apprend à marcher, il échoue d'abord. Il se casse la figure et il se relève, et il apprend de ça. Dans le travail, on échoue tout le temps et on apprend de nos échecs. Mais évidemment, il faut un cadre qui permette d'apprendre de cet échec-là. Le management par la peur, il se développe de plus en plus, et d'ailleurs dans les écoles de management, on vend ça. Hein. Quand on discute avec des gens qui ont été managers, qui ont fait ces écoles, ils expliquent ce genre de choses. Moi, je préférerais qu'on mette en avant l'espace de confrontation. Il y a un philosophe, Habermas, qui parle de l'espace public de discussion, cet endroit où on va se confronter, où on va dire qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a des logiques opposées, mais on avance, on cherche un compromis ensemble, pas un consensus. Le consensus, c'est une foutaise. Mais le compromis, c'est une négociation, en fait. On aboutit à quelque chose. Et comme il y a des logiques antagonistes dans le travail, ben forcément, on aboutit sur un compromis. C'est pas idéal, mais au moins, il faut créer des espaces où on peut se confronter et poser cette conflictualité, j'ai le terme de conflictualité, autour de quoi, et ça c'est déterminant, on trouve de la question autour du travail réel. On nous embarque tout le temps sur d'autres choses, sur des procédures, sur des machins. Si on revient au travail réel, mais comment je fais, monsieur, madame, le chef, pour faire la toilette à cette dame qui pèse 100 kilos par exemple, en étant toute seule? Comment je fais, moi qui pèse 50 kilos? Je fais comment, concrètement? Vous me le dites? Je fais appel à un collègue. Ah, très bien. Mon collègue, il est où à ce moment-là? Travail réel, on revient sur le réel. Et là, c'est quoi les arguments? Ce n'est que ça, quoi, si on revient sur le réel. On ne peut pas vous opposer des principes après, c'est pas vrai. Ensuite, sur l'évaluation, un élément essentiel et central, c'est d'être clair là-dessus. Le travail, ça ne se mesure pas. Ce qui se mesure sont les résultats du travail. On sait qu'on a produit 100 ou 110. Mais par contre, le travail, ce que ça a coûté en chacun, ce que ça a fait appel comme type d'engagement, comme expérience, comme savoir-faire de métier, ça ne se mesure pas. Donc quand on veut mesurer le travail, on ne mesure jamais le travail. On mesure toujours des éléments qui ne sont pas le travail dans sa globalité. Également, je pense que dans l'évaluation individuelle des performances, il faut parler de l'augmentation des marges de manœuvre, là où on peut faire appel à son intelligence. Plutôt que d'évaluer le travail, si on discutait plutôt de c'est quoi nos marges de manœuvre, à quel endroit on peut réguler le système. Le terme de compétence est un terme évidemment absolument piégeant, qui est un terme totalement libéral. Là, vous avez vu, hein, la réforme sur la formation professionnelle, on ne parle que de livret de compétences, qui est en fait tout simplement le petit enfant du livret ouvrier, hein, que les ouvriers avaient. Pour se faire embaucher, ils arrivaient avec leur livret
leur livret de compétences d'une certaine manière, et on les prenait et on les jetait. Le livret de compétences, il sert à prendre et à jeter. On a besoin de ça, il n'y a plus de métier avec la compétence. On tue les métiers, donc on tue les référentiels métiers, donc on tue quelque part, à terme, les conventions collectives qui sont basées sur des métiers et sur des savoir-faire et sur de la professionnalité. C'est le terme qu'utilise Daniel Linnart que j'aime beaucoup. Et évidemment, je parlais de savoir-faire plutôt que de parler de savoir-être, qui est là aussi un truc sur du comportement qui vient de la psychologie comportementaliste. Revenons à chaque fois sur non, moi je ne parlerai pas de savoir-être, je parlerai de savoir-faire. C'est ça qui importe dans le travail, c'est comment on fait le travail. C'est pas comment on est, vous êtes petit pour nous juger comment on est. Et puis, plutôt que de compétition, moi je parle de coopération. Je fais référence là aussi à un des derniers bouquins de Christophe Dejour, qui s'appelle Le Choix, où il dit, dans ce bouquin, il y a 3 formes de coopération. C'est comment on arrive à coopérer avec la hiérarchie. Coopérer, pas collaborer, coopérer. L'idée de coopération, c'est que ça se négocie la coopération. C'est que là aussi, il y a un espace de confrontation nécessaire pour pouvoir coopérer. Comment on coopère avec ses collègues, la coopération horizontale, et comment on coopère quand on est soignant, par exemple, avec les patients, ça c'est la coopération transversale, ou avec les usagers quand on est au guichet à la poste, ou quand on est enseignant avec ses élèves. Forme de coopération, comment on arrive à construire quelque chose qui nous permet de coopérer. Et bon, évidemment, moi, des thèmes qui me plaisent beaucoup, c'est la question du pouvoir d'agir, comment on développe du pouvoir d'agir chez les travailleurs, et comment on arrête de tuer les collectifs, et qu'on revalorise les collectifs. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours des alternatives. Je vais terminer ce PowerPoint, et après j'ai 2-3 trucs à dire très rapides, je sens que l'heure avance, sur les mots, notamment sur le terme de risques psychosociaux. J'ai essayé de vous montrer avec cet exemple un peu amusant sur les volcans, sur les risques physiques, c'est qu'effectivement les risques psychosociaux, c'est vraiment basé sur une approche des risques qui est toxicologique. C'est basé là-dessus, et notamment ça vient, cette équation qui est une vraie équation des risques naturels. Donc quand on transforme le risque psychosocial en risque naturel, du coup, ça nous entraîne vers une approche, voire pratiquement scientiste. Yves Clos, il parle d'une approche hygiéniste. Vous savez que quand on parle d'hygiénisme, ça craint un peu quand même. Donc, le terme de risque, moi je pense que c'est un terme qui est piégeant. Ensuite, on a risques psychosociaux. Là aussi, on va voir ce que c'est. Donc, le terme de risque, mais moi je le remplacerai volontiers par le mot trouble. Quand on parle des troubles musculo-squelettiques. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, parce que les risques, c'est une probabilité, ça n'est pas avéré. Or, quand on parle de risques psychosociaux, on y est déjà dedans. Donc, parlons des troubles, et en bon français, psychosociaux, en bon français, le premier mot indique toujours un rapport de causalité. Donc, ça veut dire que si c'est psychosociaux, le problème, il vient de la psychologie défaillante des travailleurs, des gens. Donc, si on inverse les termes, et qu'on parle de troubles socio-psychique, tout d'un coup là, c'est un renversement sémantique, quasi idéologique, quoi. Et là, on est obligé d'admettre que la problématique, elle vient de la question de l'organisation du travail. Et que c'est que notre levier essentiel sur lequel on peut agir par rapport aux risques psychosociaux, c'est l'organisation du travail. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Pas sur une psychologie plus ou moins qui serait défaillante des individus. Donc, du coup, en changeant les termes, on oblige en même temps à s'attaquer à ce qui, de mon point de vue, est la question essentielle, c'est-à-dire l'organisation du travail. Troubles sociaux, psychiques. Vous entendez ça? Vous savez ce que c'est? C'est un accord. Ça, c'est le haka et le black. Parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 99, c'est la demi-finale dans la Coupe du Monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est un match incroyable. Ce match-là, à cette époque-là, on a un joueur exceptionnel chez le Black. C'est le meilleur, le Black.
c'est les plus forts, ils font peur à tout le monde, à commencer par le haka, quoi. Le haka, ça fout la trouille, quoi. Et en 99, dans l'équipe, il y a John Alomou. Lomou, c'est un mastodonte. C'est une bestiace incroyable. À cette époque-là, son gabarit il est exceptionnel. On n'a pas d'autres joueurs de ce gabarit-là à cette époque-là. Aujourd'hui, beaucoup plus. Mais à cette époque, ça n'existe pas, quoi. Ce mec-là, il fait 1m96, 120 kg. Et surtout, il joue, c'est une gazelle. Il joue 3 carènes, ailier. Il est dans l'équipe des gazelles qui courent vite comme ça. Et il fait moins de 12 secondes au 100 mètres. Pour ce gabarit-là, c'est totalement exceptionnel, quoi. C'est une bestiace. Et au même poste, en équipe de France, nous, on a Christophe Dominici. Chinguette comme ça, à peu près là, vous voyez, il ressemble à rien, quoi. Face à ce mastodonte, c'est David contre Goliath, quoi. Vous voyez le truc. Et puis à un moment donné, Lomou, il a le ballon comme ça. Et Lomou, le ballon, il le met comme ça. Comme ça. Puis après, il y a une main. C'est pas une main, hein, c'est un plateau qu'il a. Tu prends une baffe, t'es explosé. Et là, dans une course incroyable, il fait quelques crochets comme ça, mais surtout il met des raffus au mec, en pleine gueule, bah, il explose 5 mecs. Et puis le dernier qui fait rempart à balle en but, c'est Abdelatif Benazi, notre seconde ligne. C'est un gaillard, hein, Abdelatif, hein, c'est solide. Mais Lomou, il met un coup d'épaule, et Abdelatif Benazi, il explose, comme un fétu de paille. Et là, Lomou, il aplatit. Là, on se dit, c'est foutu, quoi, on est mort. Là, on va perdre les matchs, c'est pas possible. On est face au Black et surtout, il y a Lomou en face. Et il nous marque, c'est de fou, quoi. Il explose 5 phrases et c'est pas possible. À la 57e minute, il y a une mêlée. Il y a les 8 mecs qui poussent contre les 8 autres. Et là, de la mêlée, les Français gagnent la balle. Et là, c'est Fabien Galtier, le demi de mêlée. Demi de mêlée, vous voyez là? Le mec un peu... Là, Fabien Galtier, il prend le ballon. Et il donne un coup de pied à suivre, qui s'envole dans les airs comme ça, qui rebondit, et tout d'un coup, surgit de ses sous, tac! Christophe Dominici, qui s'empare du ballon, et qui va aplatir en terre promise. Il aplatit de pression. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, il faut. C'est bien fait. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon! C'est extraordinaire! Extraordinaire, on a bien joué de la part de Fabien. Tu veux le couper? Tiens, un moment favorable, Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait! 27-24 pour la France, Bernard! Ouais, là tu peux couper. Et on a gagné. Et on a gagné le match. Mais à ce moment-là, quand Christophe Dominici l'a platine, là, à ce moment-là, dans le regard des Blacks, on a vu que la peur avait changé de camp. Musique. Mon pote Francis se disait toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand le crabe t'a emporté, Francis, on ne parlait pas de suicide sur le lieu de travail. Pas encore. Il n'y avait pas eu les lois Macron, la loi El Khomri. Il n'y avait pas eu toutes ces lois qui vont mettre à mal la santé des travailleurs dans les années à venir. Si tu étais là avec nous, Francis, tu parlerais mieux que n'importe qui du travail, des gestes de métier, des savoir-faire des travailleurs, de l'intelligence du travail, de l'intelligence des corps. Parce que tu étais tellement doué pour parler du travail, tu étais tellement magnifique quand tu intervenais dans une entreprise, mon pote Francis. Si tu étais là avec nous, tu te mettrais en colère contre toutes ces injustices, contre la destruction volontaire des collectifs de travail. Si tu étais là, tu rappellerais qu'il faut tout faire pour que les gens partent au travail en sifflant. Tout. Mais t'inquiète pas, Francis, on est encore nombreux ce soir dans cette salle, parce qu'on n'a pas perdu espoir, parce qu'on se dit bien que demain on va y arriver, parce que le travail, c'est d'abord un sport collectif. Merci.
Alors, je viens de vous, comme je vous l'ai dit, et je termine là-dessus. Et souvent, après les conférences gesticulées le lendemain, etc., parfois je joue le matin, dans la journée, on fait des ateliers. Parce que moi, je parle là, c'est moi qui parle, c'est mon expérience, c'est mon regard, mon point de vue subjectif, qui n'est pas la vérité, mais c'est comment j'appréhende cette question-là. Et donc après, on aime bien proposer des ateliers où c'est les gens qui vont raconter avec les méthodes qu'on utilise dans l'éducation populaire. Alors Gaël Tanguy, que vous avez vu tout à l'heure, qui est de la SCOP Contre-Pied, propose des tas de méthodes d'éducation populaire absolument géniales pour réfléchir à tout ça. Moi j'utilise le théâtre forum par exemple, où on joue des scènes où ça ne se passe pas dans le travail, mal dans le travail, pour essayer collectivement de trouver des alternatives. Parce qu'on passe sur des alternatives. Et on fait ça aussi sous la forme comme de l'analyse de pratique aussi, sur le long cours, avec des groupes de travail. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce spectacle-là, c'est un peu c'est le début de quelque chose. Ça n'est pas une finalité en soi, même si j'ai un grand plaisir à jouer cette conférence gesticulée devant tout type de public d'ailleurs. Mais c'est suivi de quelque chose qui est c'est vous qui faites, qui parlez. Parce que vous avez autant de choses à dire que moi sur ces questions-là de toute manière. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, il est tard. Et là, je crois qu'on peut continuer à discuter si vous voyez